Nous a rejoint sur le plateau notre invité pour ce grand entretien de 19h30. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, spécialiste du Moyen-Orient, grand reporter pour Le Figaro. Je ne sais pas si je vous présente Laurent Geoffrin, que vous connaissez forcément si bien, qui va être à mes côtés pour cette interview. On voulait d'abord vous entendre sur une des actualités de cette fin de journée, cet appel de Donald Trump à une coalition internationale pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Il appelle même la Chine, également la France, le Japon, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et d'autres pays à envoyer des navires pour que le détroit d'Ormuz ne soit plus une menace, dit-il, de la part d'une nation totalement décapitée à propos de l'Iran. Comment vous analysez ce soir cette prise de parole de Donald Trump? Est-ce que vous considérez que c'est un coup de poker qui peut peut-être fonctionner ou que ça ressemble quand même plutôt à un appel au secours de la part du président américain? Je serais plutôt enclin à penser que c'est le début d'un aveu d'échec, parce que les militaires vous le diront que sécuriser le détroit d'Ormuz face à une menace iranienne qui est encore très présente, et qui est très présente, c'est très compliqué. Et donc, je ne pense pas que la France, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit, enverra des navires pour participer à une sécurisation pendant la phase de la guerre. Emmanuel Macron a dit après, dans une posture défensive, nous serons prêts à nous déployer, mais pas pendant, parce que c'est un piège. C'est un piège. D'ailleurs, je pense que les Iraniens n'attendent que ça. Vous avez vu, ils ont commencé de miner, pas le détroit, mais aux abords, nord et sud, et ils ont toute une panoplie de ripostes qui est déjà prête. Et lorsque vous êtes à 50-60 km, c'est très facile d'envoyer des missiles anti-navires. De pouvoir viser les navires. Donc, je pense que c'est un début d'aveu d'échec prononcé. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de désinvolture ou de mépris à l'égard des Européens, puisque Trump déclenche cette guerre sans prévenir personne? Et Macron l'a dit, on n'était pas prévenus, on le découvre. Exactement. Et au bout d'un certain temps, c'est un tel désordre qu'il a besoin de remettre un peu de facilité dans la circulation. Et il dit, alors venez m'aider. Mais venir les aider, si j'ai bien compris, c'est rentrer dans la guerre. C'est rentrer dans la guerre, c'est passer dans la guerre sous commandement américain en plus, et donc c'est évidemment que la France ne participera pas à cette opération. Et les Chinois, eux, pourraient éventuellement, parce que les Chinois sont les plus touchés par le blocus. Non, parce que en plus, j'ai bien compris. L'humiliation suprême pour Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'au cours du dernier mois, on a assisté à une exportation de pétrole iranien à laquelle on n'avait jamais vu depuis plusieurs mois. Parce que comme c'est eux qui sécurisent, et donc il y a eu pas mal beaucoup qui sont allés en particulier vers la Chine, vers l'Inde. Ce que demande l'Iran, et d'ailleurs on a eu des informations qui restent à confirmer, mais qui sont vraiment probables, c'est que Français et Italiens, par exemple, ont engagé des négociations avec l'Iran pour sécuriser leurs propres navires. Donc ce qui est insupportable pour Donald Trump, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'Iran, non seulement veut avoir son mot dans la sécurisation du détroit d'Ormuz, ce qui, après tout, est normal, puisque ça fait quand même quelques milliers d'années que le détroit d'Ormuz est en juste face à côté des côtes iraniennes. de l'Iran, mais que... il ne va pas changer de place. Ils ne vont pas changer de place, et donc ça, je pense que ça lui est quelque chose d'assez insupportable. Mais justement, pour vous, Georges Malbruno, je le disais, qui connaissait très bien la région, que Donald Trump ait pu imaginer qu'en s'attaquant à l'Iran, le détroit d'Ormuz ne soit pas bloqué. Est-ce que ça vous paraît être presque une incongruité en termes de politique internationale? On a vu un journal américain qui a publié aujourd'hui que Donald Trump était au courant de cette difficulté, de ce point faible que représentait le détroit d'Ormuz, mais il a décidé de ne pas écouter son administration, jugeant que le régime iranien, le régime des mollahs, capitulerait avant de fermer ce détroit. Je pense que là, justement, les jours et les semaines passant, on se rend compte de l'impréparation de cette guerre. Parce que ce qui est assez surprenant, c'est que tout ce qui se passe, l'Iran l'avait prévu. Enfin, elle avait écrit d'avance. Elle fait ce qu'elle dit. Et ils avaient prévenu que, effectivement, ils viseraient les bases américaines dans les pays du Golfe. Ali Larijani, qui est un petit peu la figure politique, avait fait le tour de toutes les monarchies du Golfe. Qui est encore vivant, on l'a vu manifester hier dans les rues de Téhéran. À chacun des dirigeants de ces pays du Golfe, dit, si vous participez, si vous laissez les Américains, vous serez
ciblé. L'Iran avait également dit que le détroit d'Ormuz, tôt ou tard, eh bien, on le minerait, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une impréparation, il y a une inconséquence. Votre analyse, vous suivez ça de très très près depuis longtemps, mais l'analyse sur le fonctionnement de l'administration américaine sous Trump, c'est lui prendre les décisions tout seul, ou il change d'avis comme de chemise, ou comment expliquer, ou alors ces services sont incompétents Non, je pense qu'il y a des gens qui sont très compétents, qui connaissent l'Iran, même s'ils n'ont plus de représentation diplomatique depuis 46 ans. Mais il y a eu et aussi peut-être comment dirais-je, une persuasion israélienne qui leur ont dit effectivement, on va attaquer, on va. Qui a fait tomber intellectuellement les obstacles que tout le monde voyait. Quoi. C'est vrai que ça paraît, c'est assez incompréhensible. Mais c'était un long article du New York Times qui est sorti au début de la guerre, de l'offensive, qui disait il y a 2 semaines, Benjamin Netanyahou a réussi au fur et à mesure de ses rencontres avec Donald Trump à le convaincre de l'aspect essentiel et important de participer à cette guerre. Ça me permet de faire le lien avec ce qui me semble une déclaration importante aujourd'hui, celle d'Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, qui a dit « Nous allons entrer dans une phase décisive ». Et je pense qu'effectivement, et les Iraniens ont presque répondu de la même manière. Comment vous le comprenez quand Israël Katz dit ça ? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a eu la première phase, c'était la décapitation. Khamenei, un certain nombre de hauts cadres militaires, la première phase. La deuxième phase, c'était la destruction de la plupart des missiles balistiques, qui est une menace importante, en particulier pour les pays du Golfe. Et donc, aujourd'hui, on rentre dans cette troisième phase, qui est la phase d'attaque contre les infrastructures. On a vu ce matin, infrastructures sur l'île de Kar, des infrastructures non pétrolières, mais militaires. Et vous avez eu en face l'Iran qui a riposté contre le terminal pétrolier de Fougera, empêchant les Émirats arabes unis d'exporter. Parce qu'on est dans cette guerre qui est quand même une guerre asymétrique, certes, mais avec les États-Unis et Israël qui ont remporté des succès tactiques importants, le régime iranien est affaibli militairement, etc. Mais le régime iranien n'est pas à genoux, il est capable, alors qu'il est infiltré, il est capable, parce qu'on y reviendra peut-être, il a organisé une défense très décentralisée de riposter, et il n'est pas du tout à genoux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a fait l'Iran de son côté pendant 15 jours ? Ils se sont attachés d'abord à viser ce qu'on appelle les senseurs, notamment dans les pays du Golfe, pour intercepter les drones. Et aujourd'hui, un certain nombre de ces pays du Golfe, en particulier les Émirats, commencent à avoir des stocks de senseurs qui commencent à baisser. Et donc, dans cette nouvelle phase décisive pour Israël, l'Iran s'est préparé, et avec un nombre plus restreint de missiles, mais compte tenu du fait que les senseurs côté Golfe manqueraient, eh bien, pourraient provoquer des dégâts. Et l'Iran a clairement dit que si jamais les infrastructures étaient touchées chez eux, les infrastructures seraient touchées aux Émirats. Et dans ce cas-là, ça bloque la production de pétrole pendant des mois. Oui, non, parce que les infrastructures... Ah oui, aux Émirats, oui. Le terminal de Fougera, c'est 1,7 million barils, oui. Donc c'est pour ça que je pense que la semaine qui rentre, qui commence, je ne sais pas si elle sera décisive, j'en doute, mais on risque d'avoir une intensification. Elle va être extrêmement importante. Et justement, c'est très intéressant quand vous parlez des Émirats arabes unis. On a compris qu'au début de la guerre, l'Iran avait voulu faire monter le coût de la guerre pour tous les pays à proximité, qui soient touchés dans leur sérénité, le calme du luxe de Dubaï ou dans ses points stratégiques pétroliers. Jusqu'à présent, ça avait tenu. Ils n'ont pas lâché, je veux dire, ces pays. Est-ce que là, en allant frapper, comme on l'a vu sur cette infrastructure pétrolière aux Émirats arabes unis, c'est ça que joue l'Iran? C'est que au bout d'un moment, ces pays décrochent et disent aux États-Unis, cette guerre n'est pas la nôtre, il faut que ça s'arrête. Ils l'auront déjà dit. Ils l'auront déjà dit parce que ces pays du Golfe sont un petit peu furieux quand même, parce que ils sont furieux parce que cette guerre, c'est pas eux qui l'ont déclenchée, mais ils se retrouvent être les grands perdants d'ores et déjà de cette guerre, parce que leur politique était basée sur deux pieds. Il y avait, d'une part, on sous-traite notre sécurité aux Américains, un petit peu aux Français, et vous venez nous protéger. Ils les ont protégés un peu, et d'autre part, depuis une 6aine d'années, avec l'Iran, même si on n'aime pas l'Iran, eh bien, on engage une diplomatie avec elle pour nous éviter d'être visés. Et donc, ils ont perdu sur les deux côtés et un certain nombre de... Quels moyens de pression ils ont sur les Américains ?
Ils ont les moyens financiers, puisque vous vous souvenez de la visite de Donald Trump il y a 6 mois, où les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite avaient promis des milliers de milliards d'investissements. Ils peuvent devenir réticents à prêter de l'argent. Voilà, mais pour l'instant, ça reste insuffisant, et donc ils sont dans une posture très difficile parce qu'ils sont leur modèle économique qui était basé à la fois sur le tourisme, sur le commerce, eh bien aujourd'hui s'effondre. La vitrine de Dubaï effectivement est un petit peu moins fissurée. Et les Iraniens le savent et donc tapent sur le point faible. Autre élément qui explique que les Émirats sont extrêmement visés, c'est parce que les Émirats ont aussi normalisé avec Israël et l'Iran depuis des années leur dit attention, n'allez pas trop loin, coopération sécuritaire. Or, la coopération sécuritaire, je pense, émirato-israélienne va assez loin. Le régime des mollahs, justement, en Iran, parlons-en. Est-ce que aujourd'hui, au bout de 2 semaines d'offensive, on l'a dit, avec les hauts dignitaires, le haut du régime qui a été décapité, le guide suprême et 40 hauts dignitaires, est-ce qu'il vous semble, au bout de 2 semaines de guerre, un régime indéboulonnable au final ? Indéboulonnable, j'en sais rien, je pense. Mais en tout cas, je ne le vois pas tomber dans les 2 semaines qui viennent. Quand je dis 2 semaines, je suis, pour tous ceux qui espèrent qu'il tomberait, je pense que je suis en deçà de la réalité. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on sait très bien qu'il ne tombera pas. Et une des raisons pour lesquelles on n'a pas visé, le jour où les États-Unis viseront, les États-Unis n'ont pas visé les installations pétrolières de l'île de Khark parce qu'ils se réservent justement en cas de régime change. Mais on n'en est pas là. Ce que je veux dire, c'est que... Mais on peut s'arrêter là-dessus, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'armée américaine cible des points stratégiques aujourd'hui en Iran pour affaiblir le régime des mollahs, mais ils ne veulent pas pour le moment, en tout cas, franchir l'étape de la destruction économique plus importante, au cas où il y aurait un changement de régime. Si vous détruisez la poule aux œufs d'or, le prochain dirigeant de l'Iran, l'île de Khark, s'il n'y a plus d'installation pétrolière, il ne pourra plus exporter son pétrole, donc il sera sans argent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Iran a compris, en particulier après la guerre de juin, de 12 jours, que de toute façon, quoi qu'il fasse, il y aurait une autre guerre. Donc ils se sont préparés. Et donc ils ont organisé une espèce de défense mosaïque, c'est-à-dire en décentralisant au maximum leur centre de commandement, leur déploiement. C'est un pays qui est grand comme 4 pays européens. Et donc, vous avez des villes souterraines, vous avez donc une dispersion de tout... Et ça, l'aviation américano-israélienne ne peut pas les atteindre. On n'a pas la carte. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Et le long du détroit d'Ormuz, la côte est très escarpée. C'est long, il y a 1000 km de côte. Vous avez des grottes, vous avez des endroits souterrains. Et donc, ce que je veux dire, c'est... Alors, il y a eu cette dispersion, et puis il y a eu, conscient du fait que le numéro 1 va être détruit, donc dans chaque région, dans chacune des 31 régions, eh bien, le numéro 1 a désigné un successeur, numéro 2, et le numéro 2... Ils ont tous une liste de successeurs, c'est ça ? Non, ils l'ont fait eux-mêmes, mais c'est descendu, d'après ce qu'on sait, au numéro 4. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Iran est un système. Ça n'est pas l'Irak de Saddam Hussein, vous aviez un dictateur horrible, et une fois que le dictateur est tombé, le château de cartes s'effondre. Le système iranien, il repose sur une multitude de centres de pouvoir, de personnages. Vous aviez effectivement le guide. Le guide, c'est un peu le primus inter pares. C'est pas l'homme qui va décider de tout. C'est le premier entre les égaux. C'est lui qui, in fine, tranche. Mais il est entouré de ce qu'on appelle un Conseil suprême de sécurité nationale qui vont dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis il y a les gardiens de la révolution à côté. Et donc c'est un État. C'est un État qui s'est préparé de longue date. Ça fait quand même 43 ans qu'ils sont en guerre officiellement avec les États-Unis. Et donc, et c'est un État qui a préparé notamment, tout à l'heure je voyais quelqu'un qui me disait, la fabrication des drones en Iran a commencé en 1995. Avant la fabrication française. Donc voilà, parce qu'ils sont entourés. Et cette idée selon laquelle la population pourrait se rebeller et finalement réussir à bousculer le régime vous paraît impossible, même si elle est très majoritaire. Voilà, vous entendez tout à l'heure, vous aviez raison, on dirait il y a 80% grosso modo d'Iraniens qui... c'est ce qu'on dit. Voilà, quand c'est on ce qu'on voit avec les élections. C'est ce qu'on regarde, voilà, mais moi qui y vais depuis 30 ans, c'est le chiffre que je donne aussi. Mais si vous voulez...
je pense qu'au début des manifestations, les 8 et 9 janvier, d'ailleurs, un diplomate iranien me l'a dit, les 2 nuits, première nuit où il y a eu des massacres, si les États-Unis avaient frappé les centaines de milliers de personnes qui bougeaient, qui convergeaient vers les centres de pouvoir, ils auraient pu les aider à prendre la télévision, le Parlement, etc. S'ils avaient frappé les forces de répression. Les forces de répression. Oui, parce que pour que cette population arrive à faire tomber le régime, il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue. Aujourd'hui, il n'y en a plus, puisque dès que vous sortez, vous êtes tué. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Le scénario pour que le régime des mollahs, le régime iranien s'écroule, serait lequel le plus c'est ce que crédible? je vous dis. Il faut d'abord qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue, beaucoup de monde. Ce qui là n'est pas possible quand il y a Il faut décourager les forces de répression d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, il faut que ça dure longtemps. Troisièmement, il faut qu'à un moment donné, justement, constatant que ça dure longtemps, peut-être avec un appui aérien, il y ait une scission dans les forces de sécurité, chez les gardiens, etc. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait une figure quand même que les Iraniens, qui sont, certes, n'aiment pas ce régime, mais qui se disent, bon, moi j'ai vu ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, ailleurs, j'aime pas ce régime, mais demain, je sais pas ce qu'il y aura. Sous l'instabilité, peut-être encore une alternative. Alors, il y a cette figure du Shah. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui commencent à être remplies, mais elles ne sont pas remplies. Et en particulier, le régime tient. Il n'y a eu aucune division, aucune défection, aucune scission. Désertion. Et donc, ce régime tient. Et donc, la population aujourd'hui. Et ce qu'il faut ajouter aussi par rapport à cette question-là, c'est que les bombardements civils, les bombardements sur les dépôts de carburant, à chaque fois quand même qu'il y a un bombardement contre une position des gardiens, etc., ça fait aussi parfois des dégâts civils. Et donc, tout cela, je dirais, nourrit le nationalisme iranien qu'on a tendance à sous-estimer. Il y a quand même un exemple qu'on ne cite pas assez, c'est le régime Assad. Il était là depuis 30 ans. 50 ans. Il s'est effondré en 3 semaines. Oui, mais là, vous n'aviez pas justement un système autour. Là, vous aviez Assad. On le présentait comme quelqu'un de très fort et qui il a été très fort. Tenait son mais à état, partir de 2016, justement, et à partir de 2016, le système s'est effondré. Et c'est là où, justement, je pense, c'est une des options de fin de guerre. C'est un peu, moi, je ne dirais pas le régime Assad post-2016, mais on pourrait assister à l'Iran d'après-guerre, pourrait être un peu l'Irak d'après 1990. Vous vous souvenez, quand Saddam Hussein a déclenché sa guerre au Koweït, a été expulsé, et ensuite le pays était mis sous cloche, soumis à un embargo, et ensuite, le régime n'est pas tombé, il n'est tombé que 13 ans après, avec une intervention étrangère. Je voudrais qu'on évoque également le second front d'Israël par rapport au Hezbollah, avec cette offensive terrestre dont on entend parler de plus en plus. Vous, quel est votre regard? En effet, quand Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, prend la parole aujourd'hui, dit qu'il va y avoir, on va rentrer dans une nouvelle phase de cette guerre. Est-ce que cela, selon vous, va avec une offensive terrestre dans le sud du Liban de la part de l'armée israélienne? Alors, c'est une crainte et c'est une option qu'il faut envisager sérieusement parce qu'Israël, si vous voulez, il y avait eu un processus de désarmement qui a été engagé depuis 15 mois. Et il y avait 2024. Déjà officiellement une zone qui va jusqu'au sud du Litanie, ce fleuve-là, une trentaine de kilomètres, qui a été déclarée officiellement désarmée par l'armée libanaise. Or, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui posait une question. L'armée libanaise a déclaré que cette zone avait été désarmée, mais la FINUL a la preuve que la dizaine de premières roquettes sont parties de là. Donc il n'y a pas de désarmement. Juste pour préciser, donc les roquettes qui sont parties au premier jour de la guerre, elles venaient depuis le zone, Liban parce que, sur Israël. Pour le coup, la guerre a été déclenchée par le Hezbollah. Il n'y a aucun doute là-dessus. Exactement. C'est pour ça que la population libanaise, y compris les chiites, est furieuse. Mais pour revenir à votre question, l'option d'une invasion, alors effectivement, je pense que les militaires y sont prêts. Est-ce que le politique israélien y est prêt? Mais on a eu l'ambassadeur israélien ici, là, il n'y a pas longtemps, qui a nié catégoriquement toute invasion du Liban. Oui, j'allais y venir, parce que c'est un piège, parce que le Hezbollah n'attend que ça, même s'il a été affaibli. Il est très affaibli, lui aussi, mais là... Pourquoi c'est un piège pour Israël? Parce que c'est un piège, parce que vous allez avoir des soldats au sol. Le Hezbollah a repris depuis 15 jours sa tactique de guérilla, alors pas la même que celle qu'ils avaient avant 2000, mais ils sont capables de monter des opérations, donc il y aura un coût humain pour les Israéliens,
donc monter jusqu'au Litanie, ça fait quand même, ça fait prendre beaucoup de risques. Donc je suis pas certain, en tout cas même certains militaires. Mais parce qu'on pourrait dire aussi politiquement pour Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, ça pourrait faire preuve auprès de son électorat d'une forme, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, d'efficacité ou d'aller jusqu'au bout de ces buts de guerre. Si vous avez 3 soldats israéliens tués tous les 3 jours, on va lui dire, tu te souviens de... Sur ce point-là, l'opinion israélienne soutient son gouvernement dans sa guerre contre le Hezbollah, il n'y a aucun doute. Comme très largement. Contre l'Iran, c'est la même chose. Mais bon, l'opinion israélienne soutient toujours des offenses. Il devrait peut-être penser aussi que Gaza n'a pas été forcément une bonne réussite, parce qu'au bout de 3 ans, vous avez toujours le Hamas. Et donc, je pense que c'est une option quand même assez risquée politiquement. Justement, de la part du gouvernement israélien, est-ce qu'il n'y a pas eu une sous-estimation de la puissance actuelle du Hezbollah? Est-ce qu'il n'imaginait pas l'avoir désarmé plus amplement Oui. C'est simplement dans la nuit de mardi à mercredi, le Hezbollah, en coordination avec l'Iran, a envoyé 124 roquettes et obus sur Israël. Donc ça fait beaucoup. Et donc aujourd'hui, on lit dans la presse israélienne qu'effectivement il y a eu une sous-estimation. Moi, j'étais allé au sud Liban, j'avais vu le Hezbollah il y a 3 mois, et j'avais fait une longue enquête en disant le Hezbollah se reconstitue en changeant ses méthodes. Maintenant, ils n'utilisent plus le téléphone parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés. On revient aux messagers humains. Maintenant, ils sont dans ils font du harcèlement. C'est pas des grandes opérations militaires, mais ils se sont reconstitués un petit peu. Et puis il faut reconnaître aussi que l'armée libanaise a été plutôt bienveillante à leur égard, parce que l'armée libanaise connaît encore la capacité du Hezbollah, et elle n'a pas envie du président de la République, avant la guerre en tout cas, au chef d'état-major, d'aller livrer bataille au Hezbollah, parce qu'elle sait que l'issue c'est pas... Mais du coup, elle est incapable de les désarmer. Et voilà, et surtout, lorsque vous avez... alors, c'est pas encore... mais si un jour la finule révèle ça, l'armée libanaise, quelque part, a menti. Quel peut être le rôle de la France? Emmanuel Macron a pris la parole sur X aujourd'hui en demandant au Hezbollah d'arrêter immédiatement sa fuite en avant, mais aussi en demandant à Israël de renoncer à une offensive d'ampleur. Le président français qui dit « tout doit être fait pour que le Liban ne sombre pas dans le chaos ». C'est le risque là aussi, le chaos pour le Liban, une guerre civile de nouveau? Non, la guerre civile non, parce que le Hezbollah, non, je ne pense pas que l'armée libanaise, que l'État libanais s'engage dans une... C'est un petit peu ce que souhaite aussi Israël, qui est puisque vous n'avez pas pu faire ce qu'on vous a demandé de faire, nous, on va le faire. Auprès de l'armée libanaise. Auprès de l'armée libanaise. Non, sur le rôle de la France, je pense que, vous savez, le Liban, c'est le seul et le dernier pays au Moyen-Orient dans lequel on a encore une influence, petite, mais une influence, surestimée par Emmanuel Macron. Vous vous souvenez en 2020, quand il voulait relancer... Quand il est allé sur le port... simplement, on a encore de l'influence, et donc Emmanuel Macron, beaucoup plus que vis-à-vis de l'Iran, où là, il est beaucoup plus... Et il a raison, il a été lucide d'ailleurs sur le fait que des frappes aériennes ne changeraient pas le régime. Là, il a pris l'initiative, effectivement, on a qu'il y aurait même il a proposé qu'il y ait des négociations qui s'ouvrent entre Israël et le Liban à Paris, et qu'en échange, d'ailleurs, que le Hezbollah arrête de frapper Israël, le Liban reconnaîtrait Israël. On en est encore loin, mais effectivement, il y a un activisme diplomatique français qui est à souligner. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, il faut le rappeler. On regardera ça de très près. Merci Jean-Joël Bruno d'avoir été avec nous. Je le rappelle, grand reporter au Figaro, grand spécialiste du Moyen-Orient.